Je ne vous ai jamais raconté d'histoire comme celle-là. L'histoire d'un tueur en série belge qui s'appelle Steven Dobiul. En 2005, 2010 et 2013, dans la région de Charleroi, il a tué 3 femmes. Et ces femmes, il les a toutes les 3 tuées au mois de juin. Mieux que ça, 2 d'entre elles ont été tuées un 20 juin, à 8 années d'intervalle. Sacré profil. Et c'est pour ça que pour le débrief, j'ai invité le docteur Gérard Charles, le psychiatre qui l'a expertisé. Interview à retrouver dans un 2e podcast. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Commençons par la scène de crime, telle qu'on la découvre le 20 juin 2005, dans un appartement au rez-de-chaussée du 34 rue Chauster, à L'Aude-Linsart, près de Charleroi, en Belgique. Nous sommes en présence du corps d'une personne de sexe féminin, point. Le corps est allongé sur le sol, virgule, sur le ventre, virgule, à moitié étendu sous le sommier de son lit, point. La victime semble avoir une 50aine d'années, point. Elle est à moitié nue, virgule, et ne porte qu'un t-shirt, point. Mais ce qui frappe, c'est la mise en scène. Cette femme a le visage plongé dans un oreiller, et cet oreiller a été attaché à sa tête avec un foulard. Et un autre foulard encercle son cou. Un foulard avec 2 gros nœuds, dont l'un est positionné sur la trachée. Il a manifestement servi à étrangler la victime. Et quand les policiers belges retournent le corps, quand ils retirent l'oreiller, ils découvrent un visage roué de coups. C'est une scène de crime terrifiante, parce qu'elle va au-delà du meurtre. Cette femme, on l'a tuée, mais pas que. Il y a de la perversité dans ce double nœud qui semble l'avoir étranglée. Et de la perversité aussi dans cet oreiller attaché à sa tête. Vous savez quoi ? Ça fait penser d'entrer au meurtre d'un tueur en série. Pour tuer cette femme, il n'y avait pas besoin de toute cette mise en scène. Ce crime est l'œuvre d'un tordu. Ça saute aux yeux. Et même d'un sacré tordu. La victime s'appelle Concheta Tarabella. Elle avait 57 ans. Et l'autopsie de son cadavre rajoute de l'horreur à l'horreur. Alors elle est morte étranglée par le foulard, et pour être précis, par le double nœud qui était positionné au niveau de sa trachée artère, et qui est en quelque sorte venu compresser la trachée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Donc cela a conduit à une asphyxie mécanique et entraîné un œdème cérébral. Et par ailleurs, je tiens à préciser qu'elle a été violée. À part ça, son appartement est en ordre. Son sac à main est posé sur la chaise. Il semble qu'on ne lui ait rien volé. La porte n'a pas été fracturée. Elle a donc ouvert elle-même à son agresseur. D'après le légiste, Concheta Tarabella a été tuée 24 heures à 48 heures avant la découverte du corps, soit entre le vendredi 17 juin et le samedi 18. Ah, on a aussi retrouvé des taches de sperme sur le corps, ADN inconnu au fichier, et une autre tache de sperme différente sur une couverture de son lit. Et là encore, l'ADN ne figure pas dans le fichier. D'après les habitants de la cité Chauster, Concheta avait un homme dans sa vie. Ah oui, un grand monsieur avec des cheveux gris. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il s'appelle Jean-Marie. Ce Jean-Marie est vite identifié et interpellé. Le sperme sur la couverture, c'est lui. Enfin, c'est bien normal que vous ayez trouvé mon sperme chez elle. Je vous rappelle quand même que Concheta n'était pas ma mère, hein. C'était ma compagne. Et par ailleurs, que mon sperme contienne mon ADN a plutôt tendance à me rassurer. Avez-vous vu votre ami au cours du week-end dernier, monsieur ? Week-end qui précède la découverte de son corps. Le week-end, non. Mais je suis passé chez elle vendredi et elle n'était pas là.
Quoi qu'il en soit, le sperme retrouvé sur le corps de Concheta, probablement issu du viol, n'est pas le sien. Et donc a priori rien n'a gratté de son côté. En revanche, l'amant de Concheta livre une piste très intéressante. Concheta et moi, nous avions une relation sans engagement. Il n'était pas question que nous nous marions ou que nous vivions ensemble. En revanche, je sais que elle voulait se marier. Moi, ça me posait pas vraiment de problème. Mais je sais qu'elle cherchait un mari dans les agences matrimoniales et sur Internet. Alors peut-être trouverez-vous son assassin parmi les hommes avec lesquels elle est entrée en contact. Une mauvaise rencontre amoureuse, donc. Pourquoi pas? Bon, j'ai retrouvé les annonces qu'elle faisait passer. Elle était sacrément difficile, hein. Elle cherchait un homme, écoute bien, sociable, propre, pas aventurier, qui fume pas, qui boit pas, et qui a pas de chien. Ça alors? Elle voulait pas de chien. Bon. T'as réussi à identifier ces soupirants? Oui. Oui, quelques-uns, au moins ceux qu'elle a eus au téléphone. Au total, une trentaine de bonhommes, quoi. Les policiers vont les interroger un par un. Et ils prennent leur ADN et le comparent à celui du sperme retrouvé sur le corps. Ça va prendre des mois. Mais ça ne donnera rien. À ce moment de l'enquête, les policiers ont recours à une technique typiquement belge. Un truc impensable en France. L'hypnose. Oui, vous avez bien entendu, la juge fait appel à un expert qui pratique l'hypnose pour réveiller les souvenirs, notamment ceux des témoins. La voisine de Concheta, par exemple. Je vous invite à vous asseoir, à détendre totalement votre corps et à contempler la mer, en laissant votre esprit inconscient voguer sur les flots. Il n'y a plus rien autour de vous que la mer. Plus personne pour vous déranger. Plus rien pour perturber cette contemplation apaisante. Très apaisante. Il n'y a plus rien qui compte autour de vous que cette paix posée sur les vagues. Vous êtes sceptique. Moi aussi. Mais cela dit, plongé dans cette contemplation de la mer apaisante, la voisine de Concheta se souvient d'un événement qui remonte au vendredi 17, 3 jours avant la découverte du corps. Je me souviens, il devait être 13h30, 13h40. Je regardais les feux de l'amour à la télévision. Et par la fenêtre, j'ai vu Concheta descendre d'un taxi. Ça vous embouche un coin. Moi aussi. Cela dit, on retrouve le chauffeur de taxi. Son ADN ne correspond pas à celui du violeur meurtrier. D'autres pistes s'ouvrent et se referment aussitôt. Par exemple, il y a un exhibitionniste qui sévit dans le parc derrière l'immeuble. Hein. Le type, il montre ses attributs à toutes les femmes qui passent. On l'a signalé, hein. Mais il sévit toujours. Piste intéressante, mais très vite abandonnée. Le type semble se contenter de montrer ses roubignoles. Ça n'est pas bien, mais ça ne fait pas de lui un assassin. Et voilà, l'enquête est au point mort. L'ADN du tueur est toujours dans le fichier, mais les années passent et ça ne débouche sur rien. Si bien qu'en décembre 2011, 6 ans après le drame, la chambre du conseil de Charleroi rend une ordonnance de non-lieu. C'est fini. On n'a pas trouvé l'assassin de Concheta. Tant pis. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. C'est comme ça.
La suite est totalement stupéfiante et très dérangeante. Et très inquiétante aussi. 8 ans, jour pour jour, après la découverte du corps de Concetta Tarabella, c'est-à-dire un 20 juin, comme en 2005, un nouveau drame frappe la même cité de Lotlinsart. J'étais chez moi, il devait être aux alentours de 7h, 7h30. Je me souviens, mon mari était sur le point de sortir pour descendre la poubelle et promener le chien. Et là, le téléphone a sonné. J'ai décroché. Et c'était Emilia, notre voisine du 2e étage. Elle appelait « Au secours, au secours !» Elle me disait « Viens vite !» « Je suis en train de me faire agresser », qu'elle disait. Alors j'ai dit à mon mari « Va voir vite !» Et voilà. Le mari entre dans l'appartement d'Emilia et il la trouve en sang, allongée dans le salon, le téléphone encore à la main. Elle n'est pas morte, elle respire encore. Alors il lui parle. « Mais qui t'a fait ça, Emilia ? Tu sais qui t'a fait ça, Emilia ? » Oui. Oui, c'est un jeune d'à côté. Et là, elle perd connaissance et elle meurt dans l'ambulance qui l'amène à l'hôpital. Ça se passe, je le redis, le 20 juin 2013, 8 ans, jour pour jour, après la découverte du corps de Concetta Tarabella. Ça ne peut pas être un hasard. Et une fois de plus, ça sent le tordu à plein nez. Elle s'appelait Emilia Lietard. Elle avait 67 ans. Elle a reçu 2 coups de couteau dans le dos. Et dans son appartement non plus. Pas de traces de vol. Son portefeuille, ses bijoux, son téléphone portable, tout est là. Et comme il y a 8 ans, la porte d'entrée n'a pas été forcée. Et donc la police belge s'accroche à la seule piste qu'elle a. Elle a dit c'était un jeune d'à côté. Un jeune, elle avait 67 ans. Va savoir si elle parlait pas d'un type qui avait 40 ans. Et puis à côté, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? De l'immeuble d'à côté, du quartier d'à côté, de l'appartement à côté. Écoute, partons de l'hypothèse qu'elle voulait parler de l'immeuble d'à côté, hein ? On sait combien il y a de jeunes dans cet immeuble. Je veux dire de jeunes, quoi, genre 20 ans. Oui, il y en a 3. Un Steven qui habite au 1er, un Cédric au 2e étage et un Andy au 4e. Mais une voisine nous a dit que c'était tous les 3 des gentils garçons. Hein. Oui, d'accord. Hein. On en a vu d'autres, hein, des gentils garçons qui sont pas si gentils que ça. Hein. Les techniciens du laboratoire de la police scientifique sont parvenus à isoler un ADN masculin sur le gilet d'Emilia. Et là, on sort les grands moyens. Hein. Prélèvement de l'ADN de tous les jeunes de la cité. Ça prend du temps. Et autant de temps pour analyser ces ADN. Mais c'est payant. Très payant. Bon, ça y est, on a un nom, hein. Steven Dobiul, 26 ans. Il habite chez sa mère au 1er étage de l'immeuble d'à côté. Un maigrichon, gentil, poli, toujours prêt, paraît-il, à aider. Bien, monsieur Dobiul, vous devez savoir que nous avons retrouvé votre ADN sur le gilet que portait madame Lietard quand elle a été assassinée. Vous êtes capable de nous expliquer pourquoi ? Oui, je connais madame Lietard depuis toujours. Hein. Je l'ai croisée dehors le matin où elle a été tuée, elle discutait avec Patricia du rez-de-chaussée, vous pouvez lui demander. Hein. Alors je lui ai dit bonjour, je lui ai fait la bise en lui posant la main sur l'épaule, comme je le fais toujours. Je pense que c'est là que j'ai dû mettre mon ADN. Que faisiez-vous, monsieur Dobiul, entre 19h et 20h ? Je jouais à la console. Bon, ça va être très facile à vérifier sur ma PS3. Hein. Ça tient la route, tout ça. Et il ne dit rien de plus. Mais je me doute qu'il y a un truc qui vous chatouille le cerveau. Moi, en tout cas, ça me le chatouille, et même ça me le gratouille. Est-ce que l'ADN de ce Steven Dobiul correspond aussi à celui retrouvé il y a 8 ans sur le corps de Concetta Tarabella ?
Parce que si c'est le cas, il pourra raconter ce qu'il veut, hein. La console, la bise, la main sur l'épaule. Il sera cuit comme une gaufre. Son ADN vient d'être versé au fichier. Et là... Bingo, les gars! Concetta Tarabella, c'était déjà lui, putain. On le tient. Oh, on le tient. Ouf! Cette fois-ci, il ne peut plus se défiler, même s'il fait preuve d'une certaine imagination. Bon ben, Madame Tarabella, je m'en souviens, oui. C'est bien normal qu'elle ait porté mon ADN à l'époque. Hein. On avait des relations ensemble. Des relations sexuelles, oui. Et pas qu'avec moi, hein, je peux vous le dire. Elle aimait bien les jeunes, hein. Et puis elle était un peu sadomaso. Elle voulait être frappée et attachée pendant l'acte. Elle a dû tomber sur un type trop violent. Ça devait arriver, hein. Mais moi, j'y suis pour rien. Personne ne le croit, je vous rassure. Mais par acquis de conscience, on vérifie auprès du dernier amant de Concetta, le fameux Jean-Pierre. Concetta, sadomaso. Mais il n'y avait pas plus pudique. Je peux vous jurer qu'elle avait une sexualité parfaitement normale. Hein. Je dirais même banale. Hein. Et Steven Dobiul file en prison en hurlant « Je suis innocent ». À partir de là, les policiers belges n'ont plus qu'une obsession, lui clouer le bec par des preuves. Concernant le meurtre d'Emilia Lietard, vous vous souvenez de ce qu'il a dit. « Que faisiez-vous, monsieur Dobiul, entre 19h et 20h ?»« Ben, je jouais à la console. Bon, ça va être très facile à vérifier sur ma PS3. Hein. » Eh bien, on vérifie. C'est-à-dire que les policiers contactent le fabricant de la PS3, Sony Computer, en Californie. Vous pourriez nous fournir l'historique des connexions de Steven Dobiul sur sa PS3 le 20 juin ? Je vous rappelle qu'Emilia a été tuée entre 19h15 et 19h20, heure à laquelle elle a appelé ses voisins au secours. D'après ce que nous constatons, Mr. Dobiul s'est connecté à sa PS3 à 17h20 et il est resté connecté et actif sur la PS3 jusqu'à 20h24. Zut! Zut! Il était donc sur sa console à l'heure du crime. Mais c'est pas Dieu possible, enfin. C'est lui qui l'a tué, j'en suis certain. Enfin, il pouvait pas tuer à la même heure qu'il jouait à sa console. Pour le meurtre d'Emilia Lietard, Steven Dobiul n'a donc plus d'alibi. Trop content, évidemment, les policiers s'empressent de le lui faire savoir. Et l'effet est immédiat. Je pense que je suis malade. J'ai besoin de soins. J'ai un problème de pulsion. Alors, en général, j'arrive à les calmer, mais ce jour-là, c'était plus fort que moi. Je savais que Madame Lietard vivait seule. Alors j'ai pensé à elle. J'ai pris un couteau dans la cuisine. Je suis allé sonner chez elle. Je lui ai demandé à travers la porte si elle n'avait pas un sac poubelle à nous dépanner. Elle a ouvert. Je voulais la violer. Alors je l'ai attrapée par derrière en lui pressant le cou avec mon bras. Mais là, elle s'est mise à crier. Alors j'ai pas réfléchi, je lui ai donné direct 2 coups de couteau. Je l'ai vu tomber par terre et... Voilà, je suis reparti, je suis rentré chez moi et... J'ai commencé à jouer en ligne avec un pote, voilà. Bien, Steven, bien. Mais maintenant que tu es lancé, tu veux bien nous parler de Concetta Tarabella ? J'ai senti la même pulsion. J'ai pensé à Madame Tarabella parce que elle vivait juste en dessous de chez nous. Alors j'ai sonné chez elle. J'ai dit que j'étais le facteur. Je pense pas qu'elle m'aurait ouvert sinon. Je l'ai frappée direct au visage. Elle avait tellement la frousse qu'elle n'a même pas crié. Je l'ai tirée dans sa chambre et j'ai commencé à la déshabiller. Et elle m'a dit en pleurant de lui laisser le haut. Alors je lui ai enlevé que le bas.
Et puis je l'ai bâillonnée au cas où elle crie. Et puis je l'ai violée, quoi. Après, j'avais plus vraiment le choix. Fallait que je la tue. Alors j'ai pris un foulard et j'ai commencé à l'étrangler comme elle se débattait dans tous les sens. Je lui ai donné des coups de poing, mais elle en profitait pour respirer. Alors j'ai essayé de l'étouffer avec un oreiller, mais elle bougeait toujours. Alors j'ai pris un autre foulard et je l'ai attaché à l'oreiller. Et là, ça a marché. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Mais ce garçon nous dit que par 2 fois, à 8 ans d'intervalle, il a été pris par des pulsions et qu'il n'a pas pu résister. Moi, j'arrive pas à croire qu'il n'a pas eu de pulsions pendant ces 8 années. Faut vérifier s'il n'a pas fait d'autres victimes. Mais on a déjà vérifié, tu penses? Il n'y a pas eu d'autres crimes dans la cité en 8 années. Merde. Attends, j'ai quand même peut-être quelque chose. Une habitante nous a parlé d'une femme dont on avait retrouvé le corps décomposé chez elle. C'était en juillet 2010. Ah bon? Et où ça? Bâtiment B, 3e étage. À l'époque, on avait conclu une mort naturelle, mais peut-être qu'elle n'était pas naturelle du tout. La dame s'appelait Martine Van de Putte. Elle avait 52 ans. Et il ne faut pas en vouloir au médecin qui a conclu à une mort naturelle, parce que le cadavre qu'on lui a présenté à l'époque était dans un sale état. C'est une voisine qui l'a découvert quand elle a vu des asticots qui passaient sous la porte. Elle était morte depuis 3 semaines, et ses chats affamés avaient même commencé à dévorer son cadavre. À l'époque, on avait pensé à un suicide. Et puis finalement, le docteur avait inscrit sur le constat de décès « mort naturelle ». Et tout le monde s'en était contenté. Mais là, compte tenu du contexte, ça vaut peut-être la peine de rouvrir le dossier, non? Oh, il n'est pas gros, le dossier. Il comprend le constat du docteur et 3 photos. Regarde là sur cette photo. Elle est nue. Tu connais des gens, toi, à cet âge-là, qui vivent nus chez eux? De l'état de putréfaction du cadavre, elle était morte depuis 3 semaines. Donc, elle a été tuée en juin, comme les 2 autres. Est-ce que c'était le 20 juin? On ne le sait pas. Mais c'était en juin. C'est vertigineux. Alors, 4 ans plus tard, on exhume le corps de Martine Van de Putte et on le confie à un légiste. Alors, je suis en mesure de vous dire que cette femme a été étranglée. J'ai pu observer en détail l'état de la région pharyngo-laryngée. Les cartilages sont fragmentés de manière absolument flagrante. Quant à savoir si elle a été violée, ça, c'est strictement impossible à dire. Donc, elle aussi a été assassinée. Par Steven Dobiol? Sans doute. Mais lui a compris qu'il n'y a pas de preuves. Alors ce crime, il ne l'avoue pas. Mais peu importe. Le juge l'inculpe aussi pour le meurtre de Martine Van de Putte. J'ai encore 2 ou 3 choses à vous dire sur ce garçon avant d'aller assister à son procès. On a trouvé 2 vidéos très troublantes sur son téléphone portable. La première le montre se filmant nu dans un bois, un pétard à la bouche. Il est en train de se masturber et il hurle « J'ai envie de violer! J'ai envie de violer !» Une bête en proie à ses pulsions. La deuxième vidéo le montre dans sa chambre en compagnie d'un petit garçon qui doit avoir 5 ans. Le gamin joue à la console et il n'a ni pantalon ni slip. Et sur les images, on voit Steven Dobiol le tripoter, le masturber et lui faire une fellation. Et on entend le petit garçon qui dit « Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas ». Il serait donc aussi pédophile. Il y a une sacrée bouillie dans la tête de ce Steven.
Il est interrogé, bien sûr, pour le petit garçon. Il avoue avoir abusé de lui 5 fois. C'est toujours mes pulsions. Mais là, j'ai juste fait ce qu'on m'avait fait à moi. Vous êtes en train de dire que vous avez été victime d'abus sexuels vous aussi? Oui, de mon grand frère Frédéric, quand j'avais 8 ans, et lui, 11 ans ou 12 ans par là. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'instruction, Steven Dobiol est renvoyé devant la cour d'assises pour 3 assassinats et viol sur enfant. Le procès de Steven Dobiol s'ouvre en octobre 2015 devant la cour d'assises du Hainaut à Mons. Quand il entre dans le box, waouh, il a pris au moins 30 kilos. Un gros garçon qui, pendant tout le procès, regarde ses chaussures. On lui demande de raconter. Il raconte d'une voix monocorde le viol et le meurtre de Concheta Tarabella, et puis le meurtre d'Emilia Lietard. Et puis on lui parle de Martine Van de Putte. Celle-là, c'est pas vrai. C'est pas moi qui l'ai tuée. Et puis on lui parle aussi du petit garçon qu'on le voit tripoter et violer dans une vidéo retrouvée sur son portable. Bien, la victime étant mineure, je vous annonce que la vidéo sera diffusée à huis clos et je demande donc au public de bien vouloir quitter la salle. Sage décision du président de la cour d'assises, car la vidéo est tellement insoutenable que l'un des jurés pique une crise de nerfs. Comme j'ai dit au juge, si j'ai fait ça, c'est parce que mon frère m'a fait pareil quand j'étais petit. Vrai, pas vrai? On fait donc venir le grand frère à la barre. Je reconnais qu'avec mon frère et ma sœur, j'ai fait des grosses bêtises. Oui, j'ai abusé d'eux quand ils étaient petits. Mais est-ce que ces abus sexuels entre mineurs impubères peuvent constituer une circonstance atténuante pour le viol de ce petit garçon? Probablement que non. Et puis, naturellement, on se tourne vers un expert psychiatre. Il s'agit de quelqu'un animé par de violentes pulsions et capable de planifier ses passages à l'acte. Je dirais que c'est une excellente marmite de danger social. À la fin, le président donne une dernière fois la parole à Steven Dobiol. Je reconnais que j'ai eu des pulsions qui sont dangereuses. J'espère pouvoir les soigner pendant toutes les années de prison que je vais faire. Après 2 heures de délibéré, Steven Dobiol est déclaré coupable de 3 assassinats et d'actes de pédophilie. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et on ne sait toujours pas pourquoi ces pulsions irrépressibles ne lui venaient qu'au mois de juin. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un tueur en série belge qui s'appelle Steven Dobiol et qui, en 2005, 2010 et 2013, dans la région de Charleroi, a tué 3 femmes de sa cité. Triple assassinat pour lequel il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Histoire donc que je débriefe avec vous, docteur Gérard Charles. Vous êtes le psychiatre qui l'a expertisé. Et je voudrais qu'on s'arrête 1 minute là-dessus. Le fait que les 3 crimes aient été commis au mois de juin et 2 d'entre eux au moins un 20 juin. Est-ce que vous avez, vous, une explication intéressante là-dessus? Aucune, pas plus que celle que M. Dobiol a pu livrer, c'est-à-dire rien. Il n'est pas capable de s'expliquer là-dessus. Il n'est pas désireux, en tout cas. Capable, je ne sais pas, mais il n'est pas désireux de s'exprimer, ni à propos de ses pulsions, ni d'ailleurs à propos de ses actes. Nous l'avons examiné à 3 reprises, à plusieurs mois de distance, et il est frappant de constater qu'au tout début, juste au début de son incarcération,
Il n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi il est en prison. Il adopte un peu avec nous l'attitude qu'il a adoptée avec les enquêteurs. Ce n'est que confronté à des évidences, à des réalités, qu'il admet, qu'il tente de donner des explications minimalistes. Parce que moi, Oui. ce que je vois, docteur, dans la mise en place de ce rituel de la date au 20 juin, c'est un rituel assez classique chez un tueur en série. C'est vraisemblable, mais ça ne nous explique pas le pourquoi d'une date. Nous n'avons pas pu faire de relation avec, par exemple, des abus ou un événement traumatique qu'il aurait vécu avant et qui serait un espèce de rappel. Rien dans ce qu'il a livré ne permet de tisser un fil rouge. Parce que la mise Or, en il doit scène, exister. parce que la mise en scène du crime de Concetta Tarabella, par exemple, l'oreiller ficelé à sa tête, le double nœud sur le foulard qui compresse la trachée artère, etc., relève aussi de petites manies assez caractéristiques des tueurs en série. Il n'est pas dit que c'était pas un tueur en série. La preuve, enfin à partir de 2, ça devient une série. Mais, Oui. mais 3 meurtres, c'est un tueur en série, oui. Et donc la question était dans toutes les têtes à l'époque où nous sommes intervenus, mais il n'y a pas eu d'autres problèmes, d'autres meurtres, d'autres assassinats dont il serait responsable. Et on n'en a pas trouvé à ma connaissance. En tout cas, il n'est pas condamné pour d'autres faits, mais cela paraît un peu étonnant d'avoir des périodes aussi grandes entre les faits pour lesquels il a été condamné et dont il est reconnu coupable. Vous avez dit au procès, c'est une excellente marmite de danger social. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je pense que dans ce que vous avez expliqué, dans ce que nous avons tous constaté, nous nous trouvons devant un gentil garçon dans une cité qui ne fait pas parler de lui, que l'on connaît, mais qui rend service, qui, quand on le voit en entretien, même à ce moment-là inculpé, se montre d'une froideur absolue, comme si aucune émotion, rien ne pouvait le toucher. Et par ailleurs, il fait état de pulsion, à la fois dans le verbe, dans ce qu'il explique, mais aussi dans ce qu'il démontre. Et là, l'élément le plus caractéristique, je pense, c'est cette vidéo sur son téléphone où il se filme lui-même, qui effectivement révèle ce qui paraît une espèce de lutte en lui entre cet aspect pulsionnel et d'autre part cette espèce de façade de contrôle apparent, mais qui à certains moments, pourquoi la marmite déborde. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que si la marmite déborde, le danger est là, social, et il est important. Est-ce qu'il est atteint, docteur, d'une pathologie psychiatrique, pas au point d'échapper à la justice, bien sûr, puisqu'il a été jugé? Non, on n'a pas mis en évidence de psychose, on n'a pas mis en évidence de très particulièrement déviant au sens psychiatrique du terme. Par contre, on retrouve effectivement une perversité, en ce sens que nous avons la capacité de l'intéresser, donc pervers au sens où il laisse une partie de son fonctionnement non expliquée, cachée. Il y a donc cette espèce de capacité de dissimulation, de perversion, mais nous avions à l'époque, nous n'avions pas pu mettre en évidence de déviance sexuelle spécifique. Si, il y a bien la pédophilie, le passage à l'acte, il y a certaines tendances un peu sadiques de ligature, etc. Mais on n'a pas un tableau
caractéristique d'une déviance sexuelle tout à fait spécifique. Il est aussi, je ne l'ai pas raconté ça, mais on a aussi trouvé des éléments dans son portable qui indiquent qu'il avait des pratiques homosexuelles, et notamment qu'il se prostituait, en vérité, auprès d'homosexuels. Donc on a un type qui viole des femmes âgées, mais beaucoup plus âgées que lui, 30 ans au moins de plus, qui par ailleurs est homosexuel et qui par ailleurs est pédophile. Il y a un sacré galimatia dans sa tête quand même. Exactement. C'est confus. Il n'y a pas... Oui, la seule chose que l'on retrouve, c'est une expression pulsionnelle qui... C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de marmite à l'époque, parce que dans la marmite, il y a tout, il y a beaucoup de... Oui. Et effectivement, elle est contenue pendant un certain temps, et puis elle explose. Et elle peut exploser et on peut voir apparaître des caractéristiques de type homosexuel, pédophile, sadique. Et c'est ça qui fait cet aspect polymorphe fait effectivement le tableau de Monsieur Dobiul, sans que l'on puisse identifier une réelle déviance au sens où l'entendent les manuels de psychiatrie classiques ou américains. Vous dites un pervers. Est-ce que vous diriez un psychopathe? Parce que la froideur de ses crimes et la froideur du récit qu'il en fait le suggère. À l'époque où nous le voyons, on ne peut pas... La psychopathie est un diagnostic qui se pose avec un aspect historique. Et à l'époque où nous le voyons, nous n'avons pas d'éléments, puisqu'il n'a pas encore été condamné, qui permettent de dire que l'on a des antécédents. Ça ne serait plus le cas maintenant. Je pense que si l'on refaisait maintenant ce qui sera fait à l'époque où il sollicitera des mesures alternatives à sa détention, si l'on refaisait un questionnaire de R, donc de recherche de psychopathie, je pense qu'on trouverait des éléments positifs. Largement un score, largement positif. Mais à l'époque, cliniquement, juridiquement plutôt, on n'avait aucune raison de chercher ces éléments-là. Est-ce que vous avez, repéré dans son histoire personnelle quelque chose qui puisse expliquer ce franchissement de la ligne jaune? Bon, je le dis parce que j'ai pas eu le temps de le raconter. Son père était alcoolique, son père a abandonné le foyer quand il était enfant, sa mère est restée tout de même, et d'ailleurs il habitait chez elle au moment du crime. Oui, on peut se poser la question, de dire, mais que faisait le grand frère qui a été un substitut du père, du moins partiellement, et quelle image a-t-il laissé dans... Mais cela ne faisait pas de M. Dobiul un fou, au sens d'une perte de capacité de contrôle, sauf à certains moments où ses pulsions explosaient, où la marmite explosait sous la pression des pulsions. Mais sa vie, je dirais au quotidien, était d'une banalité, d'une gentillesse, comme disaient ses voisins. Alors, il parle, lui, de pulsions irrépressibles. Ma question, c'est est-ce qu'une pulsion est toujours irrépressible? On voit dans la vidéo sur son portable qu'effectivement, il est soumis à la pulsion et qu'il se masturbe pour l'évacuer, probablement. Donc, il y a un moyen d'évacuer ces pulsions. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la chose qui permet de penser qu'il n'est pas impossible qu'il y ait eu d'aussi longues périodes entre les meurtres. Ouais, effectivement, il a une certaine capacité de contrôle, ce qui fait sa responsabilité aussi d'ailleurs. Oui, c'est à partir du moment où il a pu contrôler ses pulsions, alors il est normal de lui demander de payer le prix des pulsions qu'il n'a pas pu contrôler. C'est ça, tout à fait. Il dit, lui, c'est le dernier mot qu'il prononce au procès, je vais utiliser les longues années que je vais passer en prison pour me soigner. On se soigne de ça? Je pense qu'il peut probablement essayer de reprendre un contrôle, et les murs d'une prison, ça peut parfois être utile à ce niveau-là, apprendre à contrôler ses pulsions. Il semblait avoir, mais
c'est une impression difficilement quantifiable et exprimable, mais il semblait avoir une certaine capacité d'introspection et d'identification. Mmh. C'est aussi peut-être ce qui faisait sa façade, et qui lui permettait de dire « mais je ne peux pas me montrer comme je suis, je dois être nickel, gentil, serviable ». J'ai une dernière question pour vous, docteur. L'utilisation de l'hypnose dans le cadre judiciaire en Belgique est évidemment un étonnement pour le français que je suis. Vous croyez à l'efficacité de l'hypnose ou pour faire parler des témoins? Attendez, ce n'est pas une question de croyance. L'hypnose est une technique qui est parfaitement validée, dont il existe des applications au niveau judiciaire, et c'est venu à l'époque de l'affaire Dutroux. Donc, c'est à ce moment-là que ça a été un peu popularisé, utilisé, mais aussi standardisé. Et donc, je pense qu'il ne faut pas attendre des miracles, mais il est vrai que les phénomènes de relaxation, d'hypnose, dans le sens, vous excluez les aspects théâtre et autres, Mesmer, bien sûr, mais je veux dire, dans l'application, quand l'on cherche, c'est effectivement quelque chose qui permet de libérer certains souvenirs, et c'est une technique relativement validée, je pense, et qui a trouvé une certaine démonstration scientifique, entre autres dans les travaux de Stephen Lorace, donc sur les capacités d'évocation ou les capacités parfois de performance lorsque l'on est en état d'hypnose ou en tout cas de relaxation. C'est quelque chose qui, comme l'on dit, tient la route. C'était fort agréable de parler avec vous, docteur Gérard Charles, psychiatre, donc expert ayant examiné le cas du personnage qui nous mobilisait aujourd'hui et donc qui s'appelle Steven Dobbioul. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.